J'en discute avec les analystes Marc-André Leclerc, Marie Montpetit, Farouk Karim et Gilles Duceppe. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, Marc-André, je commence avec vous. Est-ce que c'est la question qui s'impose? Est-ce que c'est une tactique efficace? Bien, c'est une tactique qui permet aux conservateurs de garder le sujet dans l'actualité, sinon on n'en parlerait pas nécessairement aujourd'hui. Est-ce que ça va permettre un changement de décision de la part du gouvernement Trudeau? Je ne pense pas. M. Trudeau également le dit plus tôt aujourd'hui. Mais ça permet de garder le sujet dans l'actualité. Même si M. Trudeau, plus tôt cet automne, avait quand même fait des changements, sa taxe sur le carbone, là, je pense que c'est clair que le gouvernement fédéral ne va pas faire d'autres extensions comme ils ont fait dans le passé. Marie, est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Est-ce que cette stratégie, ça peut résonner, si vous voulez, en dehors d'Ottawa, en dehors de l'espèce de bulle politique? Oh, si peu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se rappelle qu'au printemps dernier, Pierre Poilievre avait fait un peu la même menace, qu'il allait ruiner l'été, qu'il était prêt à siéger tout l'été. Puis finalement, c'est quoi qui est arrivé? C'est que la Chambre a ajourné ses travaux même plus tôt que prévu avec l'accord de tous les partis. Puis le Parti conservateur avait retiré ses amendements à l'heure actuelle. Donc là, je sais que Pierre Poilievre veut jouer un petit peu le Grinch d'Ottawa en voulant ruiner Noël. Mais tu sais, comme le livre d'enfants, je trouve que ça fait un peu enfantin. Puis à mon avis, Esther, je pense que les Canadiens à l'heure actuelle ont bien d'autres chats à fouetter, bien d'autres préoccupations, comme payer leurs factures, faire face au coût de la vie, à l'inflation et les enfantillages qui se jouent présentement à la Chambre des communes, c'est un peu le dernier de leurs soucis. Oui, surtout une période juste avant Noël. Farouk, les libéraux disent que ces tactiques-là, ces tactiques d'obstruction, c'est du copier-coller de ce qu'on voit au Congrès américain de la part d'élus de droite, d'élus trumpistes. Oui, je crois qu'il y a un peu d'embellie verbale des libéraux. C'est pas tout à fait la même chose. C'est usuel qu'en fin de session parlementaire, les partis d'opposition font ce qu'ils peuvent pour mettre l'emphase sur leurs enjeux à eux. Là où je mettrais des bémols pour la tactique conservatrice, c'est qu'ils ont gagné la session. Ils sont en haut dans les sondages. Quand il y a une bonne vieille technique en marketing, quand on a vendu un produit, on arrête de le vendre. Fait que ce que les conservateurs risquent de faire, c'est d'un peu d'agacer les gens pour rien. Ils sont déjà en haut dans les sondages, ils n'ont pas besoin de faire ça. Bon, peut-être qu'après les fêtes, les gens s'en rappelleront plus, mais c'est une espèce d'accumulation de petits gestes d'arrogance qui pourraient faire mal aux conservateurs par la suite. Gilles Duceppe, vous êtes du même avis? Quel est votre avis là-dessus? Oh, j'ai vu souvent ça dans le passé. Je pense que ça mène nulle part. Les gens s'en souviendront pas. Monsieur Poilievre, effectivement, est en une grande avance dans les sondages, sauf au Québec, mais il tire à boulet rouge avec des arguments souvent mensongers, comme la taxe sur le pétrole qui n'existe pas au Québec. Les élections sont pas pour demain, donc il utilise peut-être des cartouches trop tôt. Et il y aurait intérêt à lire Jean de La Fontaine. Il a dit que c'est Poilievre qui a gagné. Dans Le Lièvre et la Tortue, la fameuse fable, évidemment. Revenons, si vous voulez bien, sur l'affaire Greg Fergus maintenant. Le Bloc et les conservateurs en appellent à sa démission depuis l'affaire, évidemment, on l'aura compris, de la vidéo partisane. Je vous pose la même question à tour de rôle. Farouk, est-ce que le président de la Chambre des communes doit démissionner? C'est quand même un geste assez surprenant de la part de M. Fergus, qui est dans la politique depuis très longtemps, depuis l'époque des jeunes libéraux. On voit que ça refait surface dernièrement aussi. Et puis, utiliser la Chambre, les vêtements de la présidence pour faire un vidéo de la sorte. Bon, M. Fergus prétend que de bonne foi, il dit que c'était pour une soirée privée, plus intime. Moi, je crois que c'est pas vraiment non plus un argument valide, parce que ce soit pour une soirée intime ou une soirée publique, je veux dire, moi, je suis un institutionnaliste. Je crois aux institutions, puis préserver l'image des institutions. Je crois que M. Fergus a fait un faux pas. Maintenant, sa présidence, en gros, est dans les mains du NPD, qui va avoir la balance au comité. Donc, on verra ce qu'il va faire, ce que le NPD va faire. Jusqu'à date, ils ont été plutôt timides. Quoique M. Peter Julian, le député hier, je l'ai entendu dire... est un peu plus, critique de M. Fergus. Fait qu'on verra la semaine prochaine, une fois que M. Fergus va passer en comité, qu'est-ce qui en viendra. Marc-André, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que toute l'affaire nuit à l'institution? Ah oui, totalement. Il faut croire que c'est difficile d'être président de la Chambre des communes en 2023. On s'appelle ce qui est arrivé plus tôt cet automne avec Anthony Rota. Et là, maintenant, c'est M. Fergus. M. Fergus, qui même avant d'être élu président, avait été blâmé par le commissaire
le commissaire Dion par rapport à sa lettre qu'il a envoyée au CRTC pour promouvoir, aider une chaîne télévisuelle. Je pense que M. Fergus devrait se retirer. Malheureusement, il nuit aux travaux de la Chambre présentement. Moi, j'étais très surpris. Je regardais les résultats de la course du Parti libéral de l'Ontario samedi quand j'ai vu M. Fergus avec sa toge de président. Quand on sait que le président ne va pas au caucus, ne va pas au congrès de son parti à lui, et là de le voir comme ça, une vidéo durant un événement très partisan pour les libéraux en Ontario. Donc, c'est vraiment un faux pas inacceptable. Oui. Gilles Duceppe, est-ce que c'est vraiment le moment de retourner en élection pour le poste de président maintenant? Bon, ça ne change pas grand-chose. Ça prend une journée ou deux, élire un nouveau président. Je suis entièrement d'accord avec Marc-André. Il ne peut plus rester là. Il y a la moitié de la Chambre, au moins, qui n'a plus confiance en lui. Or, devant une telle situation, il est censé être celui qui va faire en sorte que la Chambre fonctionne. Or, je pense qu'il a plus qu'il faut. C'est une erreur majeure, surtout après celle de M. Rota. Me semble-t-il qu'il aurait dû retenir des leçons de ça. Or, s'il ne l'a pas fait, c'est un manque de jugement. Et quand il y a un manque de jugement à cette hauteur, on se retire. Marie, est-ce que c'est un peu l'histoire qui se répète et est-ce que M. Fergus doit renoncer à ses fonctions? Je vois mal comment il pourrait faire autrement. Tu sais, je me mettais dans la position des parlementaires. Je me disais, si ça m'était arrivé, moi, quand j'étais parlementaire, d'avoir un président de la Chambre qui fait ça, comment j'aurais pu continuer à avoir pleine confiance en ce président-là. Tu sais, la dernière chose que tu veux te demander dans ton quotidien comme parlementaire, c'est si la personne qui est assise dans le siège de président est neutre, si elle est non partisane. Et puis là, effectivement, il a perdu la confiance de la majorité de la Chambre. Je vois mal que ça va être très difficile pour lui là, de continuer. Tu sais, donc, il doit avoir cette posture-là de neutralité. C'est une erreur de jugement probablement malheureuse, mais qui vient ébranler complètement justement son rôle. Puis je regardais Andrew Scheer qui faisait une analogie qui était quand même intéressante et qui disait justement un arbitre dans un match de hockey qui sortirait d'une des chambres des joueurs en les encourageant par leur disant go, 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 allez gagner. Ben, c'est un peu la même chose. L'arbitre, on doit s'assurer qu'il y a une entière et totale neutralité. Le président de la Chambre, c'est la même chose. Donc, il a perdu la confiance. Il ne pourra pas continuer, là. Gilles Duceppe, je reviens à vous, si vous permettez. Est-ce que vous avez déjà vu une situation du genre qui peut être considérée comme un flagrant manque de jugement par plusieurs? Ben, tout récemment, M. Rota, mais sinon, j'ai pas vu ça du temps que j'étais là à Ottawa. On pouvait contester certaines décisions du président, mais il y a des réunions chaque jeudi du comité de la régie interne où on pouvait expliquer des choses et quel que soit le parti au pouvoir, je pense qu'on arrivait à trouver des solutions. Il y a des gens qui s'étaient pas mis les deux pieds dans les plats comme l'ont fait M. Rota et M. Fergus. Alors, j'ai jamais vu ça avant cette année et là, ça se répète un peu particulier. Oui, oui, d'autant plus que ça arrive coup sur coup. Déplaçons-nous sur la scène provinciale, si vous voulez bien. Allons du côté du Québec. Il y a 2 sondages sur les intentions de vote, dont un sondage léger qui confirme, donc coup sur coup, la baisse de popularité de la CAQ et de son chef, le premier ministre François Legault, et par ailleurs, la montée du Parti québécois. Marc-André, commençons avec vous. Est-ce que la CAQ a franchi un point de non-retour? Ben, c'est difficile à dire parce qu'il reste encore 3 ans avant la prochaine élection provinciale, mais c'est quand même fulgurant de voir la chute là, de la CAQ depuis 1 an, depuis la dernière élection en 2022. Là, la grande question à savoir, est-ce qu'à 25 % dans les intentions de vote, est-ce que la CAQ est à son plancher ou peut descendre encore plus bas? Et c'est ça, présentement, qui doit inquiéter beaucoup M. Legault et son équipe. Et on voit vraiment un transfert de l'électorat. La CAQ baisse de 5 points un mois dans le dernier sondage léger, mais tous ces électeurs-là s'en vont du côté du Parti québécois. C'est comme si on revenait là, à l'ancien paradigme, là, les bleus, les rouges, à une certaine époque. Et c'est ça qui doit inquiéter. Là. La CAQ, c'est une grande coalition. Souvent, je compare ça à une espèce de jello. Là. C'est un jello qui est très, très, très mou, très liquide, et là, qui est en train de se liquéfier. Donc, M. Legault là, doit là, se ressaisir et débuter là, l'année 2024 en force. Là. Bien, justement, Marie, est-ce que M. Legault, est-ce que la CAQ peut redresser la barre?
Ça va être difficile. Oui, il reste 3 ans. Je veux dire, la chance peut-être que M. Legault a et sa formation politique ont, c'est qu'ils n'ont pas des oppositions qui sont très fortes encore devant eux, là. Bon, oui, le Parti québécois est en remontée, mais ça reste que l'appui au référendum, à la séparation. Par contre, l'aiguille ne bouge pas. Donc, est-ce que quand va venir le moment de faire un vote, de porter quelqu'un au pouvoir, les gens vont faire cette réflexion-là? Tu sais, les gens aiment bien Paul Saint-Pierre Plamondon, mais c'est très difficile et, tu sais, moi, j'ai analysé ce sondage-là et la situation de l'automne par un mot, c'est le mot confiance. Autant les gens ont confiance en Paul Saint-Pierre Plamondon, il fait ce qu'il dit qu'il ferait, contre vents et marées, il avance et c'est pour ça que les gens, je pense, le regardent et l'appuient, alors que M. Legault, c'est tout le contraire. C'est ce bris de confiance-là qui se cristallise de plus en plus parce qu'on ne sait plus trop quelles sont ses convictions, on ne sait plus trop où il loge. Il en est conscient lui-même. Je regardais tout à l'heure, c'est la dernière journée à l'Assemblée nationale, il faisait ses vœux de Noël et il disait qu'il avait demandé au Père Noël une boussole. Oui, effectivement, il semble vraiment avoir perdu. Il disait lui-même, j'étais pour le troisième lien, au printemps, je ne l'étais plus, maintenant, je le suis encore. Mais sa boussole, ça fait plusieurs mois qu'il l'a perdue et rien n'indique qu'il va la retrouver avec des enjeux au sein de son caucus, au sein de son conseil des ministres. Donc, beaucoup de problèmes. Je vois mal comment il va être capable de rattraper son message. Il était fort en communication et là, c'est tout ça qui s'est effrité. Là. Tout ça sous fond de grève au Québec en ce moment aussi. Juste, hein? Gilles Duceppe, est-ce que le PQ risque de changer devant ces résultats-là? Est-ce que le PQ risque de changer un peu ses stratégies, de s'adapter? Ben, pas au niveau du message, des objectifs et du contenu. La souveraineté peut être à 35, mais rappelons-nous que quand M. Parizeau a gagné en 94, la souveraineté au début du référendum était à 40, donc il n'y a pas grande différence. La grosse différence, c'est qu'il y a peu de députés du PQ, donc ils devront avoir une stratégie où ils pourront faire parvenir aux électeurs leur message, non seulement en Chambre, mais à l'extérieur de la Chambre. Et d'autre part, les prises d'opposition vont être étudiées beaucoup plus sérieusement par les partis adverses qu'actuellement. Donc, ils devront être très bien préparés et développer une stratégie qui n'est pas uniquement par les déclarations en Chambre, mais dans l'ensemble de la société par d'autres moyens, les télécommunications, on va s'en dire. Mais est-ce que le parti a ce qu'il faut en ce moment pour espérer prendre le pouvoir éventuellement? Vous savez, si on regarde le passé, là, en 73, il y avait 6 députés du PQ, 102 libéraux, hein. Et pourtant, 3 ans après, c'est le PQ qui prend le pouvoir. Moi, je me rappelle également qu'en 89, la souveraineté était à 20%. Un an après, elle était passée à 65%. Puis le ministre le plus important du gouvernement Mulroney était devenu chef d'un parti souverainiste. Alors donc, les occasions se présentent. Il n'y a rien de surprenant encore, est-il, qu'il faille être organisé et pour bien les saisir. Et ça, je pense que le PQ, c'est son grand défi. Bien s'organiser, avoir une équipe solide, non seulement en Chambre, mais trouver des candidats, des candidates le plus rapidement possible pour que ces gens s'organisent localement. Alors là est le défi. Farouk, comment vous voyez la suite des choses? Est-ce que vous pensez que le PQ a ce qu'il faut pour relever ce défi-là s'il doit se présenter à lui? Oui, il y a beaucoup d'efforts de reconstruction à faire avec le PQ, mais remarquez qu'avec des sondages de la sorte, ça aide à organiser. Hein? Quand ça va bien, ça organise bien, comme disait Feu Jean Lapierre. Moi, ce que je vois aussi, c'est que dans 3 ans, hein, fait que M. Legault ou le Parti québécois ou les autres partis ont le temps de se retrousser les manches et de regagner l'opinion publique. D'ici là, il va y avoir une élection majeure présidentielle qui pourra changer l'histoire du monde, on va voir. Et il va y avoir une autre élection fédérale entre-temps. En ce moment, c'est les conservateurs qui mènent, qui, soi-disant, sont plus sympathiques aux provinces et aux compétences, qui pourraient changer peut-être l'histoire au Québec. Donc, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici la prochaine élection provinciale. Dernière question, on a un peu de temps et j'improvise. Quels seraient vos souhaits à certains politiciens, des chefs de parti peut-être, pour les fêtes qui s'en viennent? Commençons par vous, Marie, tiens. Oh, ben peut-être pour le Parti libéral du Québec déjà de se trouver un chef. Ça a l'air d'être ça le grand défi pour sortir de la cave. François Legault, je pense qu'effectivement, il l'a demandé lui-même au Père Noël. Je lui souhaite qu'il se fasse apporter, et je nous souhaite collectivement aussi qu'il se fasse apporter une boussole. Je pense que ce serait mes deux
Au souhait pour commencer, Esther. Marc-André, quels seraient vos souhaits des fêtes? Ah, clairement, je vais réenchérir sur ce que Marie vient de dire. Il faut vraiment que M. Legault se trouve une boussole, retrouve son pif. C'est pour le bien, je pense, de l'ensemble des Québécois, des Québécoises présentement, qu'on réussisse là, un souhait comme parent qui est affecté par la grève là, des enseignants de la FAE, qu'on trouve une façon de régler avec le secteur public rapidement pour que nos jeunes là, puissent retourner à l'école, là, du moins en janvier. Là. Farouk, vos vœux des fêtes pour les dirigeants à Québec ou à Ottawa? M. Trudeau, peut-être? Tiens. Ouais, moi, j'avais pensé à une Coupe Stanley, mais je crois pas que ça va être cette année. Mais pour pour Montréal, évidemment, pour Monsieur Trudeau, pour Monsieur Trudeau et pour Monsieur Legault, ils ont quelque chose en commun. L'usure du pouvoir, c'est vraiment réel. Et on dirait que le post-pandémie, c'est pas seulement ici au Canada, mais aussi ailleurs dans les démocraties occidentales. On dirait que les gouvernements ont perdu un peu, pour reprendre le mot du jour, leur boussole. Et donc, ça prendrait un peu plus de vision, autant au fédéral qu'à Québec. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le pouvoir et où c'est que vous en allez? Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est un peu confus et à Ottawa et à Québec. Gilles Duceppe, vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos dirigeants, dirigeantes? Je pense qu'effectivement, le Parti libéral du Québec se trouvait un chef. Ça n'a pas l'air facile. Mais c'est inhabituel. On a rarement vu ça. Monsieur Legault, je pense, cesser d'avoir trop de déclarations publiques contradictoires, d'ailleurs. Je lui souhaite un bon caucus en début de session pour qu'ils clarifient leur position afin de cesser de se contredire publiquement. M. Plamondon, c'est de faire ce travail en voyant les résultats qu'il a actuellement. Mais être à la hauteur de cela, ça veut dire très bien s'organiser. Je pense que Québec solidaire, c'est de tenter de trouver une cohérence entre le mot souverainiste dans la définition de leur parti et leur base qui vote en très grande majorité pour rester dans le Canada. À Ottawa, M. Trudeau, c'est d'avoir la pointe dure. Et de résister à cet adversaire qui est M. Poilievre. M. Poilievre, je sais trop quoi il souhaitait. Je pense que la pire des choses pour lui, c'est que Trump soit élu. Peut-être se regarder dans le miroir pour se rendre compte quand il ment, est-ce qu'il se croit lui-même. M. Blanchet s'est travaillé très fort pour maintenir cette vague conservatrice et démontrer que les libéraux et les conservateurs ont la même attitude actuellement face au Québec dans les faits, là, quand on va au fond des choses, regarder leur réaction face aux lois québécoises. Oui, Tant pour NPD, je disais en anglais, we have Sing running in Canada, but another song in Quebec. Donc, être cohérent. On pourrait discuter de ces questions encore bien longtemps, mais c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous quatre de vos commentaires toujours aussi éclairants. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir.